Lorsque Léa franchit le seuil de la salle de jeu, Chloé leva les yeux vers elle, ouvrit grand les bras et murmura « Maman est revenue ». Antoine laissa tomber sa tasse de café. Le verre éclata sur le sol en marbre, parce que sa fille de 6 ans n'avait jamais prononcé un mot, pas un seul, en si longues années de vie, jusqu'à cet instant. C'est l'histoire de 3 âmes qui se retrouvèrent 275 ans plus tard, d'une promesse faite au-dessus du corps d'une enfant décédée, et d'un amour que ni la mort, ni le temps, ni la réincarnation n'ont pu effacer. Et vous devez comprendre dès le début, parce que ce qui se produisit ce matin de septembre dans cet appartement de luxe à 80 millions d'euros défie tout ce que la médecine sait de l'autisme, de la conscience et de la mémoire. Antoine Dubois avait 39 ans et un vide béant dans le cœur qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. PDG des laboratoires Dubois. Fortune estimée à 600 millions d'euros. Penthouse occupant 3 étages à Neuilly-sur-Seine. Hélicoptère privé. Collection d'art d'une valeur de 40 millions. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que 3 ans auparavant, son épouse Élise était décédée en donnant naissance à Chloé. Complications lors de l'accouchement. Hémorragie qu'aucun médecin n'avait pu arrêter. Et Chloé était née, belle, parfaite, mais différente. À 6 mois, elle ne répondait pas à son prénom. À 12, elle ne montrait rien du doigt. À 2 ans, elle ne parlait pas. À 3 ans, le diagnostic tomba. Autisme sévère, non-verbal, avec atteinte cognitive significative. Antoine avait tout tenté. Les meilleurs spécialistes du monde. Des thérapies expérimentales. Des traitements hors de prix. Rien ne fonctionnait. Chloé vivait dans son propre monde. Ne soutenait pas le regard. Ne répondait pas aux stimulations. Passait des heures à dessiner les mêmes formes. Avait des crises sensorielles violentes avec les sons ou les lumières. Et jamais n'avait parlé. 15 nounous avaient essayé. 15 avaient abandonné. Certaines, en quelques jours. La plus résistante avait tenu 3 mois. Jusqu'à ce que Léa Morales sonne à la porte ce mardi matin. Léa avait 31 ans et portait une douleur que même le temps n'arrivait pas à apaiser. 2 ans plus tôt, elle était professeure d'éducation spécialisée dans une école publique à Aubervilliers. Elle aimait son travail. Elle était douée pour ça. Les enfants que personne ne parvenait à atteindre lui répondaient. Et elle était enceinte, de 7 mois, d'un garçon qu'elle allait appeler Daniel. Mais alors vint l'accouchement prématuré. À 28 semaines, le bébé naquit, vécut 6 heures, cessa de respirer. Cardiopathie congénitale que personne n'avait détectée. Léa sombra dans une profonde dépression, démissionna, n'arrivait plus à entrer dans une salle de classe. Chaque enfant qu'elle voyait était le fils qu'elle avait perdu. Elle dépensa toutes ses économies en thérapie, puis en frais médicaux. Perdit son appartement, retourna vivre chez sa mère. Et quand l'argent fut complètement épuisé, elle accepta le seul travail qu'elle trouva, nounou, par le biais d'une agence. L'agence l'avait prévenue. C'est une petite fille difficile, autiste, ne parle pas, a des crises. 15 nounous ont déjà abandonné. Mais c'est bien payé. 4 000 € par mois. Léa n'avait pas le choix. Elle accepta. Et ce mardi matin, elle sonna à la porte du Penthouse le plus cher de Neuilly-sur-Seine, sans la moindre idée de ce qui allait se passer. Antoine ouvrit la porte. Il vit une femme de 31 ans, visage fatigué, vêtements simples mais propres, yeux marrons profonds empreints d'une tristesse ancienne. Il ne ressentit rien de particulier. Une nounou de plus, qui allait probablement tenir une semaine. « Bonjour, vous êtes Léa? Entrez. » Il la guida à travers le Penthouse. 3 étages, vue imprenable sur tout Neuilly-sur-Seine, œuvres d'art au mur, mobilier italien, technologie de pointe. Léa suivit en silence, essayant de ne pas paraître impressionnée, essayant de ne pas penser qu'elle gagnait en un mois ce que coûtait la facture d'électricité de cet endroit. Antoine expliqua la routine. Chloé se réveille à 7 heures. Ne mange pas seule, il faut lui donner à manger. Ne parle pas, mais parfois montre du doigt. A des crises avec les bruits forts, les lumières vives, les changements de routine. Quand cela arrive, laissez-la seule dans une pièce sombre et silencieuse pendant 30 minutes. Léa écoutait.
notant mentalement. Rien de tout cela n'était nouveau pour elle. Elle avait travaillé avec des dizaines d'enfants dans le spectre. Elle est dans la salle de jeu maintenant, dit Antoine. Je vais vous présenter, mais ne vous attendez à aucune réaction. Chloé ne reconnaît pas les gens. Pour elle, tout le monde est la même chose, des obstacles ou des absences. Il ouvrit la porte de la salle de jeu. Elle était immense. Tapis moelleux, jouets éducatifs organisés par couleur et par type, fenêtres avec vue panoramique, éclairage doux et contrôlé. Et dans un coin, assise de dos, se trouvait Chloé. Cheveux châtains longs et lisses, robe rose claire, pieds nus, dessinant quelque chose sur du papier avec une craie de couleur. « Chloé », appela doucement Antoine. « Il y a quelqu'un ici pour faire ta connaissance. » La petite fille ne se retourna pas, n'arrêta pas de dessiner, comme toujours. Antoine soupira. « Vous voyez, elle ne répond pas. Elle ne fait que. » Mais alors Léa fit 2 pas dans la salle, et Chloé se figea. La craie tomba de sa main. Elle tourna la tête, lentement, comme si elle luttait contre quelque chose. Et pour la première fois en 6 ans, Chloé regarda directement dans les yeux d'une autre personne. Léa sentit un choc la parcourir, comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé, quelque chose qu'elle ne savait pas endormi. Chloé se leva, mouvement rigide, peu coordonné, caractéristique de l'autisme. Mais elle marcha, droit vers Léa. Antoine resta paralysé. Chloé ne s'approchait jamais des étrangers. Jamais. Elle fuyait ou ignorait. La petite fille s'arrêta à un demi-mètre de Léa, la fixant intensément. Et alors, elle tendit les bras. Le geste universel d'un enfant demandant à être pris dans les bras. Léa s'agenouilla, sans réfléchir, sans questionner, et prit Chloé dans ses bras. La petite fille enfouit son visage dans son cou et murmura, si bas qu'on l'entendait à peine. « Maman est revenue. » C'est à ce moment qu'Antoine laissa tomber sa tasse de café. Le verre explosa. Le café se répandit. Mais personne ne bougea. Léa tremblait, serrant cette petite fille qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle sentait. Familière. Impossible, mais familière. Antoine fit 3 pas hésitants. Elle a parlé. Sa voix était méconnaissable, mélange de choc, d'espoir, de peur. Léa regarda Chloé. La petite fille avait levé la tête. Elle souriait, un sourire petit, incertain, mais réel. Pouvez-vous comprendre ce qui vient de se passer? Une enfant diagnostiquée comme autiste sévère non-verbal. 6 ans sans prononcer un mot. Et soudain, avec une étrangère, elle parle. Mais ce n'était pas ce qu'elle a dit qui était impossible. C'était comment elle l'a dit. Parce que pendant qu'Antoine et Léa assimilèrent le choc, Chloé colla son front à celui de Léa et murmura de nouveau, cette fois plus de mots. « Maman est revenue. Je t'ai attendu si longtemps. » Léa se figea. C'était du français, pas de l'espagnol, pas du portugais, du français. Et elle comprenait, parfaitement. Même sans jamais avoir étudié la langue. « Maman est revenue. Je t'ai attendu si longtemps. » Comment? Comment une enfant de 6 ans qui n'avait jamais parlé pouvait-elle parler français? Antoine s'approcha. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était du français? Léa acquiesça, encore en transe. Elle a dit que maman est revenue, qu'elle a attendu très longtemps. C'est impossible. Chloé n'a jamais été exposée au français. Jamais. Je ne parle pas français. Ma femme ne le parlait pas. Nous n'avons pas de nounou française. Elle ne regarde pas d'émissions en français. Léa regarda la petite fille dans ses bras. Chloé était détendue, calme, comme si elle avait enfin trouvé la sécurité. Et Léa sentit des larmes couler, sans savoir pourquoi, sentant juste une douleur ancienne, un deuil profond, et en même temps, un soulagement inexplicable. Comme si elle avait cherché quelque chose pendant très longtemps, et l'avait enfin trouvé. Si vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimiez, vous savez, ce trou qui ne se referme jamais, cette sensation qu'une partie de vous est morte avec. Léa avait ressenti cela quand Daniel est mort, son bébé, 6 heures de vie. Mais maintenant, tenant Chloé, elle ressentait quelque chose de différent, comme si
comme si le bébé qu'elle avait perdu était revenu, d'une manière impossible, pas physiquement, pas littéralement, mais spirituellement, comme si l'âme qu'elle avait portée était née ailleurs, et maintenant elle l'avait retrouvée. Antoine observait la scène, sans savoir quoi faire. Devait-il appeler un médecin, un thérapeute, la police? Mais Chloé était calme, plus calme qu'il ne l'avait jamais vue. Il n'y avait pas de crise, pas d'agitation, juste la paix. « Léa, dit-il prudemment, tu peux la poser. Je dois comprendre ce qu'il se passe. » Mais quand Léa essaya de reposer Chloé, la petite fille s'accrocha, avec une force surprenante, et dit de nouveau, en français, « Non, ne me laisse pas, pas encore. Non, ne me quitte pas, pas encore. » Léa regarda Antoine. « Elle ne veut pas que je la lâche. »« Alors ne la lâche pas, » répondit-il, la voix étrange. « Juste, asseyez-vous, on va parler. » Ils s'assirent sur le tapis de la salle de jeu, Chloé sur les genoux de Léa, Antoine en face d'elle, et pour la première fois depuis la naissance de Chloé, elle établissait un contact visuel, pas avec son père, mais avec Léa. « Je dois savoir, » commença Antoine. « Vous avez déjà travaillé avec elle avant? Vous la connaissez d'où? » « Jamais, je vous jure, je n'ai jamais vu cette petite fille de ma vie. »« Vous parlez français? Non? J'en ai étudié un peu à l'école, il y a 15 ans. Je ne me souviens de presque rien. Mais vous avez compris ce qu'elle a dit? » « Oui, je ne sais pas comment, mais j'ai compris, parfaitement. » Antoine passa sa main dans ses cheveux, essayant de comprendre. Les médecins ont dit qu'elle ne parlerait jamais. Ils ont dit que son autisme était trop sévère, que le meilleur scénario serait qu'elle apprenne le langage des signes basiques à 10, 12 ans. Il regarda sa fille, vraiment regarda, et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Chloé était présente, consciente, connectée. Elle ne lui parlait toujours pas, mais elle était là, d'une manière qu'elle n'avait jamais été. « Combien de temps pouvez-vous rester aujourd'hui ?» demanda-t-il. Léa vérifia sa montre. « L'agence a dit temps plein, 7 heures du matin à 7 heures du soir. Restez, s'il vous plaît. Je paye le double, le triple. Juste, restez avec elle. Vous n'avez pas besoin de payer plus. Je reste. » Et elle resta. Dans les heures qui suivirent, des choses impossibles continuèrent de se produire. Léa offrit de la nourriture à Chloé. La petite fille mangea, seule, chose qu'elle ne faisait jamais. Léa mit de la musique douce. Chloé n'eut pas de crise sensorielle. Elle balança la tête en rythme. Léa prit un livre avec des images. Chloé pointa des images, fit des sons, essaya de former des mots. Et pendant tout ce temps, elle ne lâcha pas la main de Léa. Comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. Antoine observait de loin, enregistrant des vidéos sur son téléphone. Il avait besoin de preuves, parce que personne n'allait le croire. En fin d'après-midi, Chloé finit par s'endormir, sur les genoux de Léa, chose qu'elle ne faisait jamais non plus. Elle dormait seule, dans son berceau, avec les lumières éteintes et un silence total, mais là, dans les bras de Léa, elle dormait paisiblement. Léa la porta dans sa chambre, la coucha sur le lit, la recouvrit avec la couverture. Et quand elle essaya de partir, Chloé attrapa sa main, sans ouvrir les yeux, et murmura « Reste. S'il te plaît, reste. S'il te plaît. » Léa regarda Antoine, qui était dans la porte. Il fit un signe de tête. « Restez. J'apporte une chaise. » Il l'apporta. Léa s'assit à côté du lit, tenant la main de Chloé, et ils restèrent ainsi pendant des heures, la petite fille dormant, Léa veillant, Antoine observant depuis la porte, jusqu'à 9 heures du soir, où Léa finit par se lever. Chloé était dans un sommeil profond. Elle sortit de la chambre. Antoine l'attendait dans le salon. « Je dois y aller, » dit-elle. « Ma mère m'attend. » Antoine acquiesça. « Vous revenez demain ?»
Si vous voulez, je veux. Chloé veut. C'était. Je n'ai pas de mots pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Il prit son portefeuille, sortit de l'argent. Ta voici, moi une avance. Léa vit. C'était le double du salaire mensuel, en espèces. C'est trop. Non, vous avez fait en un jour ce que 15 nounous n'ont pas réussi à faire en 3 ans. Léa accepta, pas par cupidité, mais parce qu'elle en avait besoin, désespérément. Demain à 7 heures, confirma Antoine. À 7 heures. Elle partit, prit 3 bus pour rentrer à Saint-Denis. Arriva chez elle à 11 heures du soir. Sa mère l'attendait. Comment s'est passée la première journée? Léa s'assit, mit sa tête entre ses mains. Maman, il s'est passé quelque chose d'étrange. Et elle raconta tout. La petite fille qui ne parlait pas, qui parla en français, qui l'appela maman, qui ne la lâchait pas, sa mère. 60 ans, religieuse, la regarda avec une expression sérieuse. Cette petite fille te connaît d'où? Ma fille? Non, maman. Je ne l'ai jamais vue avant. Pas dans cette vie. Léa se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa mère prit ses mains. Tu as perdu Daniel il y a 2 ans. Et depuis tu portes cette douleur, comme si tu avais perdu plus qu'un fils. Comme si tu avais perdu quelque chose, d'ancien. Maman, s'il te plaît, ne commence pas avec ces histoires de vie passée. Alors comment tu expliques? Une enfant qui n'a jamais parlé, te parle, dans une langue que tu ne connais pas, t'appelle maman. Et toi? Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Léa ne répondit pas, parce que oui, elle avait senti. Demain, dit sa mère, tu y retournes, et fais attention, pas à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Les enfants se souviennent, les adultes oublient, mais les enfants, ils savent. Cette nuit-là, Léa rêva. Elle était ailleurs, un autre temps. Une petite maison en bois, une odeur d'herbe, un bruit de pluie, et une petite fille dans ses bras. 6 ans. Cheveux châtains, robe blanche simple. La petite fille était malade, fièvre élevée, respiration difficile. Et Léa, mais ce n'était pas Léa. C'était un autre nom. Madeleine la tenait, pleurant. Et un homme était là, barbe, vêtements anciens, désespéré. Jean-Baptiste. Elle entendit sa propre voix dire « Elle est en train de mourir. » Non, elle ne va pas mourir. Je suis médecin. Je vais la sauver. Mais il n'a pas sauvé. Léa se réveilla en hurlant, sueur froide, cœur battant la chamade. Ce n'était qu'un rêve, seulement un rêve. Mais quand elle regarda dans le miroir de la salle de bain, ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Et elle avait une sensation dans la poitrine, de perte, de culpabilité, de promesses non tenues, quelque chose qui disait « Je n'ai pas réussi à la sauver avant, mais je vais la sauver maintenant », même sans comprendre ce que cela signifiait. Le lendemain, à 7 heures du matin, Léa sonna à nouveau à la porte du Penthouse. Antoine ouvrit. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle t'attend. Elle s'est réveillée à 5 heures du matin. Elle est restée assise devant la porte de sa chambre, à t'attendre. Léa entra. Et là, Chloé était là, assise par terre dans le couloir, fixant la porte d'entrée. Quand elle vit Léa, son visage s'illumina entièrement. Et elle se leva, courut, chancelante, mais déterminée, et se jeta dans les bras de Léa. Maman est revenue. Et cette fois, Antoine le sentit aussi. Un frisson, un déjà-vu, comme si cette scène s'était déjà produite. Il y a très longtemps, et quand Léa leva les yeux et croisa les siens, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, non romantique, non sexuelle, quelque chose de plus profond, comme s'ils étaient des partenaires d'une autre vie, qui avaient perdu quelque chose de précieux ensemble. Et maintenant, ils étaient de nouveau devant elle, prêts à être sauvés. Mais Antoine Dubois ne croyait pas aux vies passées, il ne croyait pas à la réincarnation, il ne croyait à rien qui ne puisse être mesuré, testé.
prouvé. C'était un scientifique. PDG de laboratoire Dubois. Il travaillait avec des faits, des molécules, des données cliniques. Et ce qui arrivait à Chloé avait une explication rationnelle. Il fallait qu'il y en ait une. Cet après-midi-là, pendant que Chloé jouait tranquillement avec Léa, Antoine appela la neuropsychiatre de sa fille. Docteur Meunier, la meilleure de France. Elle répondit au 3e appel. Docteur Meunier, j'ai besoin que vous veniez au Penthouse. Maintenant. Il est arrivé quelque chose à Chloé. Elle arriva en 40 minutes. Cheveux poivre et sel attachés, lunettes à monture fine, serviette. Antoine l'a reçue dans le salon, loin de la salle de jeu où Léa et Chloé étaient. Elle parla. Il dit sans détour. La docteure enleva ses lunettes, nettoya les verres. Une habitude quand elle avait besoin de traiter quelque chose d'impossible. Chloé a parlé. Oui, des mots, des phrases, en français. Antoine, je comprends le stress d'élever un enfant ayant des besoins spéciaux. Parfois, nous projetons. J'ai enregistré. Il montra la vidéo sur son téléphone. La docteure regarda. 1 fois, 2, 3. Quand elle leva les yeux, elle était pâle. Ce n'est pas possible. Je sais, mais c'est arrivé. Les autistes non-verbaux sévères ne développent pas de langage spontané de cette façon. Pas en phrases complexes, pas dans une autre langue. Cela viole tout ce que nous savons sur le développement neurologique. Alors, comment expliquez-vous? Elle remit ses lunettes. Je n'explique pas, j'ai besoin de l'examiner. Elle l'examina. Pendant 3 heures. Test cognitif, test de langage, résonance magnétique, analyse comportementale. Et à la fin, elle s'assit avec Antoine dans le bureau. Les résultats sont contradictoires. Chloé présente toujours tous les marqueurs de l'autisme sévère. Difficulté avec le contact visuel, sauf avec cette nounou. Hypersensibilité sensorielle, sauf quand elle est présente. Communication limitée, sauf quand elle s'adresse à elle. Et la parole. Cela ne devrait pas être possible. Son cortex de Broca présente un sous-développement documenté. Elle ne devrait pas être capable de former des phrases complexes, encore moins en français, une langue qu'elle n'a jamais apprise. Alors, que se passe-t-il? La docteure joignit ses mains. Il existe des cas rares, très rares, d'enfants autistes qui présentent des compétences inexplicables, savantisme, mémoire photographique, capacité musicale. Mais ceci, c'est différent. Différent comment? C'est comme si la présence de cette femme avait activé quelque chose qui était endormi. Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Vue panoramique de Neuilly-sur-Seine, les lumières de la ville commençant à s'allumer. Vous dites que Léa a une sorte d'effet thérapeutique. Je dis que je ne sais pas, et en tant que scientifique, admettre que je ne sais pas est la chose la plus honnête que je puisse faire. Elle se leva pour partir. Mon conseil? Continuez avec Léa, documentez tout. Et si Chloé continue de progresser, considérez qu'il existe peut-être des choses que la science ne peut pas encore expliquer. Quand elle partit, Antoine resta seul dans le bureau. Il ne voulait pas croire. Il ne pouvait pas. Parce que s'il croyait que les âmes pouvaient se réincarner, que les souvenirs pouvaient traverser les siècles, que les destins pouvaient se répéter, alors il devrait faire face à quelque chose de plus terrifiant. La possibilité que Chloé ne soit pas destinée à vivre, tout comme Amélie, la petite fille du rêve de Léa, qui est morte à 6 ans, et Chloé avait 6 ans. Au cours des semaines suivantes, la connexion entre Léa et Chloé s'approfondit de façon impossible. Léa savait des choses que personne n'avait racontées. Un jour, Chloé eut une crise sensorielle. Lumière, son, tout devint de trop. Elle commença à crier, à se frapper, à paniquer. Toutes les nounous précédentes s'enfuyaient ou appelaient Antoine. Mais Léa prit Chloé dans ses bras, l'emmena dans la salle de bain, ferma la porte, ouvrit la douche avec de l'eau tiède et resta là avec elle, sous l'eau, chantant doucement. En 15 minutes, Chloé était calme. Quand elles sortirent, Antoine attendait, terrifié. « Comment as-tu su faire ça ?»
Léa cligna des yeux, confuse. Faire quoi? L'eau tiède, le son de la douche. Ça fonctionne comme une thérapie sensorielle. Mais je ne t'ai jamais raconté. Les thérapeutes ont mis des mois à le découvrir. Comment as-tu su? Je ne sais pas. J'ai juste senti que c'était ce qu'il fallait faire. Senti. Pas pensé. Senti. Comme si elle avait déjà fait ça avant. Souvent. Une autre fois. Chloé refusa de manger. Elle ne voulait rien manger. Elle resta comme ça pendant 3 jours. Antoine était désespéré. Léa entra dans la cuisine. Prit des ingrédients spécifiques. Carottes, pommes de terre, herbes fraîches, fit une soupe, simple, rustique. Et Chloé mangea. Tout le bol. Antoine goûta. C'était délicieux. Mais ce n'était pas français. Ce n'était pas moderne. C'était ancien. Comme si ça venait d'un autre temps. C'est quoi cette recette? Léa regarda la casserole. Surprise. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça avant. J'ai juste fait. Comment connaissais-tu les ingrédients? Je ne savais pas. Mes mains, elles ont juste fait. Ses mains se souvenaient, même si l'esprit ne se souvenait pas. Et puis, vint le deuxième objet preuve. C'était la nuit. Chloé n'arrivait pas à dormir. Agitée, effrayée. Comme si elle avait des cauchemars, même éveillée. Léa était dans la chambre avec elle. Antoine observait depuis la porte. Et Léa, poée sans réfléchir, commença à chanter. Doucement. Mélodie douce. Des mots en français qu'elle ne savait pas qu'elle connaissait. Dors, mon enfant. Dors doucement. Les anges veillent tendrement. Quand le matin viendra clair. Maman est revenue. Dors, mon enfant. Dors doucement. Les anges veillent tendrement. Quand l'aube se lèvera claire et lumineuse. Maman est revenue pour toi. Chloé se détendit. Immédiatement. Elle ferma les yeux. Sa respiration devint profonde, régulière. En 5 minutes à peine, elle dormait profondément. Léa cessa de chanter. Elle observa ses propres mains, tremblantes. D'où cela avait-il pu sortir? Cette mélodie. Antoine entra dans la chambre, à pas de loup, murmurant. Quelle est cette chanson? Léa. Je ne sais pas. Antoine. Je ne l'ai jamais entendue auparavant. C'est juste. Venu, comme ça. Il enregistra Léa en train de chanter à nouveau et l'envoya à un professeur de folklore français de la Sorbonne. La réponse arriva 2 jours plus tard. Cette chanson est une berceuse traditionnelle, de la région lyonnaise, datant du XVIIIe siècle, très ancienne, presque oubliée. Comment avez-vous eu accès à elle? Antoine montra le message à Léa. Elle resta sans voix, complètement sidérée. Je n'ai jamais étudié le folklore français. Je ne suis jamais allé en France. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Mais tu l'as chantée parfaitement, avec une prononciation impeccable. Comment? Parce que Madeleine avait l'habitude de la chanter pour Amélie, tous les soirs, en 1750, dans leur ferme près de Lyon. Et maintenant, 75 ans plus tard, Léa la chantait pour Chloé. Antoine commença à faire des recherches, obsessivement. Lyon, France, 1750, médecin, sage-femme. Il trouva des registres historiques en ligne, des archives numérisées, des documents de paroisse, et puis il trouva un acte de décès, daté de 1756, Lyon, Amélie Rousseau, 6 ans, fille de Jean-Baptiste Rousseau, médecin, et de Madeleine Rousseau, sage-femme, cause du décès, pneumonie, enterrée le 15 janvier 1756. Antoine fixa l'écran de l'ordinateur. Le nom de famille était différent. L'époque était différente. Mais l'histoire était exactement la même que dans le rêve de Léa. Un médecin, une sage-femme, une fille de 6 ans, morte d'une pneumonie. Il imprima le document, le rangea dans un dossier et ne le montra pas à Léa. Parce que s'il le faisait, il devrait admettre qu'il y croyait. Et s'il y croyait, il devrait affronter sa peur. Que Chloé soit destinée à mourir à 6 ans, comme Amélie. Et elle avait déjà 6 ans. Combien de temps restait-il?
Un après-midi, Chloé dessinait. Son activité préférée, habituellement, elle dessinait des formes abstraites, des cercles, des lignes, des motifs répétitifs. Mais ce jour-là, elle dessina quelque chose de différent, de particulier. Léa observait. Antoine aussi. Chloé prit une craie de couleur marron. Elle dessina une maison, petite, simple, avec un toit triangulaire, une fenêtre, une porte. Puis elle prit du vert. Elle dessina des arbres tout autour. Ensuite, elle prit des couleurs pour les personnages. 3 figures, une grande, une moyenne, une petite, se tenant la main, devant la maison. Et puis, pour la première fois de sa vie, Chloé prit un crayon et écrivit des lettres tremblantes, inégales, mais lisibles, notre famille. Léa porta ses mains à sa bouche. Des larmes jaillirent instantanément. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chloé n'avait jamais écrit. Jamais. Les thérapeutes disaient que peut-être vers 8 ou 9 ans, elle pourrait écrire son propre nom. Mais là, c'était fait. 2 mots. Notre famille. Sous 3 personnages. Devant une vieille maison. Léa s'agenouilla à côté de Chloé. Qui sont ces personnes? Mon cœur. Chloé pointa chaque personnage du doigt. Papa. Maman. Moi. Antoine sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui, parce que Chloé le désignait comme papa et Léa comme maman, pas à Marianne, sa mère biologique décédée, à Léa, comme si elle reconnaissait, comme si elle se souvenait, d'une famille qui avait existé 275 ans auparavant. Léa prit le dessin avec des mains tremblantes. « Je peux le garder, mon trésor. » Chloé acquiesça et se jeta dans ses bras. Notre famille. La petite fille répéta en français cette fois. Et Antoine, là, debout, observant cette scène, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. De l'espoir, mais aussi de la terreur. Parce que si ces deux-là étaient mère et fille dans une autre vie, qu'était-il? Lui, le mari, le père, le partenaire. Et si c'était le cas? Cela signifiait que Léa n'était pas seulement la baby-sitter. Elle était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, cette nuit-là, après le départ de Léa. Antoine prit le dessin de Chloé. Il étudia chaque détail, la maison, les arbres, les 3 personnages. Et puis, il fit une recherche sur Google, ferme rurale France 1750. Il trouva des photos de reconstitution, des musées, des sites du patrimoine. Et l'une d'elles était exactement comme le dessin de Chloé. Même structure, même forme de toit, même disposition de la fenêtre et de la porte. Comment une enfant de 6 ans, autiste, qui n'avait jamais quitté Neuilly-sur-Seine, avait-elle pu dessiner avec une précision architecturale une ferme rurale française du XVIIIe siècle? Elle ne pouvait pas, à moins d'y avoir vécu. Antoine rangea le dessin avec l'acte de décès d'Amélie, avec l'enregistrement de la berceuse, des preuves, 3 preuves, de quelque chose d'impossible. Et chacune d'elles pointait vers la même conclusion terrifiante, que les âmes se réincarnent, que les souvenirs persistent, que les familles se retrouvent, et que les destins puissent se répéter, à moins qu'ils ne soient changés. 2 semaines plus tard, à la fête d'anniversaire de Chloé, tout changea. 7 ans. Elle allait avoir 7 ans. Antoine organisa une petite fête, juste la famille proche. Il n'avait pas beaucoup d'amis, et Chloé n'en avait aucun. Mais Léa était là, et pour Chloé, c'était suffisant. La petite fille avait été différente. En 2 mois avec Léa, elle avait fait plus de progrès qu'en 6 ans de thérapie. Elle parlait en phrases courtes, établissait un contact visuel, mangeait seule, dormait mieux, avait moins de crises. Les médecins appelaient cela un miracle. Antoine appelait cela Léa. La fête se déroulait sur la terrasse du Penthouse. Décoration simple, gâteau au chocolat, quelques ballons. Chloé était assise sur les genoux de Léa, regardant le gâteau, souriant. Antoine alluma les 7 bougies. Tout le monde chanta « Joyeux anniversaire », des voix hésitantes mais chaleureuses. Et quand ils eurent fini,
Chloé regarda le gâteau, puis Léa, puis Antoine. Et tendit ses deux mains, une à chacun. « Je veux, vous deux. » Première phrase complète, en français, sans hésitation, sans erreur. Léa prit une main, Antoine prit l'autre. Et au moment où les trois se touchèrent, le monde disparut. Antoine sentit le sol s'effondrer, sa vision s'obscurcir, puis s'éclaircir à nouveau. Mais il n'était plus sur la terrasse. Il était dans une petite maison, en bois rustique, avec une odeur d'herbe séchée et un froid intense. La neige tombait dehors, le vent hurlait, et dans ses bras, il tenait une petite fille, de 6 ans, aux cheveux bruns, vêtue d'une simple robe blanche. Amélie. Elle brûlait de fièvre, ses lèvres étaient bleues, sa respiration était difficile, sifflante. Jean-Baptiste, parce qu'il était Jean-Baptiste maintenant. Il se souvenait, il le savait, regarda sa femme. Madeleine pleurait, tenant la main de sa fille. « Elle ne va pas s'en sortir », murmura-t-elle. « La pneumonie est trop avancée. »« Non, je suis médecin. Je vais la sauver, mais au fond de lui. » Antoine le savait. Il n'y avait pas d'antibiotiques, pas d'hôpitaux. Rien de ce qu'il pouvait faire ne suffirait. Léa ouvrit les yeux, petits, marrons, comme ceux de Chloé. « Papa, maman, je ne veux pas partir. Tu ne partiras pas, mon petit ange. Tu vas rester avec nous. » Mais elle partit. Pendant les heures qui suivirent, Antoine essaya tout, compresse, herbe, prière, rien n'y fit. Et à 3 heures du matin, le 15 janvier 1756, Léa cessa de respirer, dans les bras de son père, avec sa mère lui tenant la main. Chloé hurla. Un son primitif, de douleur qui lacère l'âme. Antoine ne cria pas. Il se contenta de serrer sa fille, morte, froide. Et il fit une promesse. Je la retrouverai, dans une autre vie. Et cette fois, je la sauverai. Chloé le regarda à travers ses larmes. Tu promets, je promets. La vision prit fin. Antoine retourna sur la terrasse, haletant, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il lâcha la main de Chloé, tituba, et vit Léa. Elle était à terre, à genoux, en larmes, sanglotant. Et Chloé se tenait debout, entre les deux, les regardant avec des yeux anciens. Vous vous souvenez maintenant? Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Antoine regarda Léa, et il sut. Elle avait vu la même chose, la même mort, la même promesse. Parce qu'ils étaient un, ensemble, il y a 275 ans. Et la petite fille, qu'ils serraient dans leurs bras alors, était la même qui se tenait devant eux maintenant. La fête prit fin tôt. Les invités partirent, déconcertés par cette scène étrange. Il ne resta plus que 3. Sur la terrasse vide, le soleil se couchant sur Paris, Léa était assise, tremblante. Antoine à ses côtés, Chloé entre eux deux. C'était réel, demanda Antoine d'une voix rauque. Ce que nous avons vu, c'était réel. Léa acquiesça, incapable de parler. Chloé leur reprit les mains. Plus doucement cette fois. Vous avez promis, et je suis revenu. Pour vous donner une autre chance. Antoine sentit les larmes monter. La première fois qu'il pleurait depuis l'enterrement de Mariana. Léa est morte à 6 ans. Tu en as 7 maintenant. Cela signifie que nous avons changé le destin. Chloé le regarda, sérieuse, effroyablement mature. Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps n'est pas encore passé. Il y a encore un danger. Léa la serra dans ses bras. Quel danger? De quoi parles-tu? Chloé ne répondit pas. Elle se contenta d'enfouir son visage dans le cou de Léa et murmura quelque chose de si bas qu'on l'entendit à peine. Mon cœur. 3 jours plus tard, Chloé s'évanouit. Elle jouait avec Léa dans le salon, riant, heureuse. Et soudain, elle s'effondra, sans prévenir. Léa cria. Antoine accourut. Ils appelèrent une ambulance. À l'hôpital. Examen.
Beaucoup d'examens. Électrocardiogramme, échocardiogramme, IRM cardiaque. Et le diagnostic. Docteur Antoine, dit le cardiologue, votre fille souffre d'une cardiopathie congénitale, une sténose aortique sévère, probablement présente depuis la naissance, mais compensée. Maintenant, elle se décompense. Antoine devint blanc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que son cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang. Avec le temps, ça va empirer. Y a-t-il un traitement? Chirurgie, remplacement valvulaire, mais c'est compliqué. Surtout avec son autisme, l'anesthésie est risquée. Et sans chirurgie, elle a peut-être 1 an, peut-être moins. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Encore 1 an. Chloé avait 7 ans. Si elle mourait à 8 ans, ce serait presque le même âge que Léa était morte en 1756. Le destin n'avait pas changé, juste été retardé. Il sortit du cabinet. Léa attendait dans le couloir. Chloé dormait sur un brancard, sédatée pour les examens. Qu'a dit le médecin? Il raconta. Toute la cardiopathie, la chirurgie risquée, le pronostic sans traitement. Léa se couvrit la bouche, des larmes silencieuses. Comme Daniel, murmura-t-elle. Quoi? Mon bébé, celui que j'ai perdu. Il est mort d'une cardiopathie congénitale. La même chose. Antoine sentit un frisson. Le bébé de Léa, mort à 6 heures, avait la même condition que Chloé. Coïncidence? Ou serait-ce la même âme, qui essayait de naître d'abord pour Léa, échouant, puis naissant comme Chloé, attendant que Léa soit prête, attendant que la famille se réunisse. À nouveau, cette nuit-là, Chloé étant hospitalisée en observation. Antoine et Léa restèrent dans la chambre d'hôpital, assis sur des chaises inconfortables, côte à côte, observant la petite fille dormir. « Je ne vais pas la perdre. »« À nouveau, » dit Léa soudainement. Antoine la regarda. « Quoi? En 1756. Je n'ai pas pu la sauver. Madeleine n'a pas pu. Mais maintenant, nous avons la médecine moderne, nous avons la chirurgie. Nous avons une chance. La chirurgie est risquée. Mortalité de 15% chez les enfants autistes. 15%. C'est mieux que 100. Sans chirurgie, elle meurt. Avec chirurgie, elle a une chance. Et si elle ne survit pas? Léa le fixa, les yeux rouges mais déterminés. Alors au moins, nous aurons essayé. Au moins, nous aurons tenu la promesse de faire tout pour la sauver. Antoine réfléchit à la promesse que Jean-Baptiste avait faite il y a 275 ans, au-dessus du corps de sa fille morte. Je la retrouverai. Et cette fois, je la sauverai. C'était la chance, l'unique. Il acquiesça. Prends rendez-vous pour la chirurgie. Mais avant, ils avaient besoin de plus de certitude. Antoine ne pouvait s'empêcher de faire des recherches. Le lendemain, il trouva quelque chose. Un fichier numérisé. Bibliothèque nationale de France. Collection de portraits historiques. Famille Rousseau. 1755. Le portrait était estompé, mais encore visible. Un homme, barbe, vêtements simples de l'époque, une femme, robe longue, cheveux attachés. Et entre eux, une petite fille, 6 ans, cheveux châtains, Jean-Baptiste, Madeleine, Amélie. Antoine agrandit l'image, se concentra sur la petite fille et vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur, sur son épaule droite. Visible parce que la robe avait un décolleté plus large, une marque, petite, foncée, en forme de croissant de lune, une tache de naissance. Antoine lâcha l'ordinateur, courut à l'hôpital, entra dans la chambre. Chloé était réveillée, dessinant. Léa à côté. Je peux voir son épaule. Léa cligna des yeux, confuse. Quoi? L'épaule droite, s'il te plaît. Léa aida Chloé à enlever le haut d'hôpital. Et là, c'était là, sur son épaule droite, petite, foncée, en forme de croissant de lune,
une tache de naissance, exactement la même que sur le portrait d'Amélie Rousseau, de 1755. Antoine montra le portrait sur son téléphone. Léa regarda Chloé, regarda à nouveau le portrait. C'est elle. Même marque, même endroit, même forme. 4 preuves maintenant. Parle en français ancien, chanson de 1750. Dessin architectural précis. Tâche de naissance identique. Ce n'étaient pas des coïncidences, ce n'étaient pas des hasards, c'était une évidence, une preuve, de quelque chose que la science n'expliquait pas, mais qui était là. Inégable. Chloé était Amélie, Léa était Madeleine, Antoine était Jean-Baptiste, et 275 ans plus tard, ils étaient réunis, à nouveau, avec une seconde chance, de sauver la petite qu'ils n'avaient pas pu sauver auparavant. L'opération fut programmée 10 jours plus tard. 10 jours de préparation, examen, conversation avec les anesthésistes, planification chirurgicale et 10 jours de peur. Antoine dormait à peine. Léa restait à l'hôpital jour et nuit. Chloé paraissait calme, d'une manière inquiétante, comme si elle savait que c'était le destin et qu'elle l'acceptait. Mais Antoine n'acceptait pas. Léa n'acceptait pas. Ils avaient fait une promesse, 275 ans auparavant. Et les promesses traversent les vies. La veille de l'opération, les 3 étaient ensemble dans la chambre d'hôpital. Chloé entre Léa et Antoine sur le lit, tous les 3 enlacés. Et Antoine, pour la première fois, le dit à voix haute, « Je vous aime. » Toutes les 2. Léa le regarda, surprise. Antoine continua, « Je ne sais pas comment ça marche. La réincarnation, les vies passées, le destin. Mais je sais que vous 2, vous êtes ma famille. Vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. » Léa prit sa main. « Nous t'aimons aussi. » Et Chloé, entre les 2, murmura, « Notre famille, de nouveau. » C'était le moment de la vignette. Les 3 enlacés, passé et présent fusionnant. Un PDG de 39 ans, une ancienne professeure de 31 ans, une petite fille autiste de 7 ans, qui, il y a 275 ans, était médecin, sage-femme et fille, unis par un amour que la mort n'a pas effacé, et par une promesse que le temps n'a pas brisée. Demain, ils essaieraient de changer le destin. Et cette fois, peut-être qu'ils y arriveraient. L'opération était prévue à 6 heures du matin. Antoine et Léa ne dormirent pas. Ils restèrent au chevet de Chloé toute la nuit. La petite dormait paisiblement. Respiration douce, visage serein, comme si elle ne savait pas que demain son cœur serait ouvert, sa vie mise en danger, son destin décidé. Ou peut-être le savait-elle, et faisait-elle confiance. À 5 heures du matin, les infirmières arrivèrent, l'heure de la préparation. Chloé se réveilla, regarda Léa, puis Antoine. Elle ne parla pas. Mais ses yeux disaient tout. « Je vous fais confiance. » Léa lui serra la main pendant qu'on lui administrait la prémédication. « Nous serons là quand tu te réveilleras, » murmura-t-elle. « Je le promets. » Chloé sourit. « Petit, faible, mais réel. Je sais que vous le serez. » À 5h40, ils emmenèrent Chloé au bloc opératoire. Antoine et Léa l'accompagnèrent jusqu'aux portes doubles, où ils ne pouvaient pas passer. Et quand les portes se fermèrent, Léa s'effondra. Antoine la retint. Il tremblait aussi. Parce que 275 ans auparavant, ils avaient tenu Amélie pour la dernière fois, et ils n'avaient pas réussi à la sauver. Maintenant, ils avaient une autre chance. Mais si ce n'était pas suffisant, l'opération durait entre 4 et 6 heures. Ils attendirent dans la salle d'attente, seuls, parce qu'ils n'avaient personne d'autre, seulement eux 3, la famille qui s'était retrouvée à travers le temps. Antoine faisait les 100 pas. Léa priait, même si elle n'était pas religieuse. Parce que quand tout le reste échoue, on cherche n'importe quoi. À 7h15, un médecin apparut. Famille Dubois. Ils se levèrent. Cœur battant la chamade. L'opération a commencé. Tout se déroule bien. Mais ça va prendre du temps. Nous vous suggérons de manger quelque chose, de vous reposer. Nous vous préviendrons s'il y a du nouveau.
Ils ne mangèrent pas, ne se reposèrent pas. Ils attendirent simplement. À 8h30, autre mise à jour. Nous sommes dans la phase critique. Remplacement de la valve. À 10h, complications, arythmie, mais stabilisée. Léa serra la main d'Antoine si fort qu'elle laissa des marques. À 11h45, le chirurgien en chef sortit, encore en tenue chirurgicale, masque abaissé, expression fatiguée. Antoine et Léa se levèrent, et d'après l'expression du médecin, ils ne savaient pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'opération a été un succès. Léa laissa échapper un son, mi-rire, mi-pleurs. Antoine sentit ses genoux flancher. Nous avons réussi à remplacer la valve. Le cœur bat fort. Elle est stable, mais les prochaines 48 heures sont critiques. Elle doit rester en soins intensifs, sous sédation. Il ne doit pas y avoir de complications. Pouvons-nous la voir? Pas encore. Dans 2 heures, quand elle sera installée en soins intensifs. 5 minutes seulement. Ils attendirent encore 2 heures, qui parurent des jours. Et finalement, ils furent appelés. Les soins intensifs pédiatriques étaient un endroit effrayant. Lumière vive, machine qui bip, enfants dans des états critiques. Et dans le lit 7, Chloé, intubée, sous sédation. Fils et tubes connectés de partout. Moniteur cardiaque montrant des battements réguliers, mais vivante. Léa se couvrit la bouche, larmes silencieuses. Antoine s'approcha, toucha la main de sa fille, petite, froide, mais avec un pouls. Tu as réussi, ma petite. Tu es plus forte que le destin. 5 minutes passèrent vite. L'infirmière demanda qu'il sorte. Mais avant de sortir, Léa se pencha, murmura à l'oreille de Chloé. Madeleine n'a pas réussi à sauver Amélie, mais Léa a sauvé Chloé. La promesse a été tenue. Les 48 heures suivantes furent des montagnes russes. Chloé eut de la fièvre. Ils l'ont contrôlée, eut une chute de tension. Ils l'ont stabilisée, eut un saignement. Ils sont intervenus. Chaque alarme était une crise cardiaque pour Antoine et Léa. Mais elle se battit, avec une force qu'une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir. Ou peut-être l'avait-elle, parce que c'était une âme ancienne, qui était déjà morte une fois et ne voulait pas mourir de nouveau. Le 3e jour, ils retirèrent la sédation. Chloé se réveilla, confuse, effrayée. Mais la première chose qu'elle fit fut de chercher, avec les yeux. Et quand elle vit Léa et Antoine, même à travers la vitre des soins intensifs, parce qu'ils ne pouvaient pas entrer, elle se détendit. Ils étaient là, comme ils l'avaient promis. Le 5e jour, ils retirèrent le tube. Chloé respirait seule. Le 7e, elle fut transférée dans une chambre ordinaire. Le 10e, Chloé prononça ses premiers mots post-opératoires. « J'ai mal ». Mot simple, mais miraculeux, parce qu'elle était vivante pour sentir la douleur. Et la douleur signifiait la vie, signifiait qu'elle avait un avenir. 3 semaines plus tard, Chloé sortit de l'hôpital. Antoine engagea des infirmières, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Mais celle qui prit vraiment soin d'elle, c'était Léa, qui emménagea dans le Penthouse, officiellement comme infirmière particulière, mais en réalité comme une mère. Et dans les mois suivants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chloé s'améliora, pas seulement du cœur, de tout. L'autisme ne disparut pas, ça ne marche pas comme ça. Mais elle progressa, parlait plus, interagissait plus, souriait plus, comme si l'opération avait été plus que physique, comme si elle avait été spirituelle, comme si sauver le corps avait libéré l'âme. Et Chloé s'épanouit. Commença à fréquenter une école spécialisée, se fit des amis, apprit à lire, à écrire, à peindre. Et toujours, Léa était à ses côtés, mais maintenant Antoine aussi, parce qu'il avait compris, finalement, qu'être père, ce n'est pas seulement subvenir aux besoins, c'est être présent, c'est connaître, c'est aimer. Et pour la première fois en 7 ans, il connut vraiment sa fille. Et l'aima. Complètement. 6 mois après l'opération, lors d'un examen de routine, le cardiologue a annoncé la nouvelle. Le cœur est parfait.
La valve fonctionne parfaitement. Elle est guérie. Guérie. Un mot qui, en 1750, n'existait pas pour Amélie. Mais en 2025, il existait pour Chloé. Parce que la médecine a évolué. Et la promesse a été tenue. Ce soir-là, Antoine a préparé un dîner spécial, sur la terrasse, où ils avaient eu cette vision partagée. Juste les trois, la famille. Chloé était heureuse. Elle mangeait, elle riait, raconte son quotidien à l'école. Et au milieu du dîner, Antoine s'est levé. Il a sorti une boîte de sa poche, petite, en velours. Léa a regardé, surprise. Antoine s'est agenouillé, devant elle. Léa Morales, il y a 275 ans, tu étais Madeleine, et j'étais Jean-Baptiste. Nous avons perdu notre fille, et nous nous sommes perdus l'un l'autre. Mais nous avons fait une promesse, de la retrouver et de la sauver. Nous avons tenu cette promesse, ensemble. Et maintenant, je veux faire une autre promesse, de passer toutes les vies à venir à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Léa pleurait, elle riait. Les deux en même temps. Oui, 1000 fois oui. Il a mis la bague, simple, élégante. Et Chloé a applaudi, en criant. Papa et maman vont se marier. Notre famille va rester ensemble. Et c'était vrai. 3 mois plus tard, ils se sont mariés, cérémonie intime. Seulement les amis proches. Chloé en demoiselle d'honneur, robe blanche, des fleurs dans les cheveux, rayonnante, en bonne santé, vivante. Quand Léa est entrée, Antoine n'a pas pu retenir ses larmes, parce qu'il la voyait avec 2 visions, 2 vies. Madeleine, avec une robe simple de 1750, lors d'un mariage de village, pauvre, mais heureuse. Et Léa, avec une robe de mariée de créateur, lors d'une cérémonie de luxe, riche, mais tout aussi heureuse. La même âme, 2 vies, le même amour. Les vœux furent simples. Antoine a dit « Je promets de t'aimer dans cette vie et dans toutes celles à venir. » Parce que certaines promesses traversent la mort. Léa a dit « Je promets d'être à tes côtés dans cette vie et dans toutes celles à venir. » Parce que certaines âmes se reconnaissent, peu importe le temps qui passe. Et Chloé, qui a insisté pour parler aussi, a dit « Je promets d'être une bonne fille. Pour que vous ne soyez plus triste, il n'y avait aucun œil sec, parce que ce n'était pas seulement un mariage, c'était une guérison, d'une blessure qui traversait les siècles. » Après la cérémonie, ils ont fait quelque chose de spécial. Ils sont allés à Lyon, France, les 3. Première fois que Chloé quittait la région parisienne. Ils ont cherché l'endroit où la maison de Jean-Baptiste et Madeleine avait existé. C'était une zone rurale, petit village, encore préservé, et ils ont trouvé, avec l'aide d'un historien local, le terrain où se trouvait la maison, maintenant vide, juste de l'herbe, des fleurs sauvages. Mais Chloé a reconnu, immédiatement, notre maison, dit-elle, où nous vivions avant. Ils sont restés là, les 3, main dans la main. Et Antoine a parlé, pour le passé, pour Amélie, pour Jean-Baptiste et Madeleine. Nous avons réussi, nous l'avons sauvé, la promesse a été tenue, le vent a soufflé, emportant les feuilles, et pendant un moment, Antoine a juré avoir entendu. Merci. Ils sont retournés en région parisienne, dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine. Mais maintenant, ce n'était plus juste un appartement, c'était un foyer. Léa a quitté son travail de baby-sitter. Elle est devenue officiellement maman, adoption légale de Chloé. Antoine a réduit ses heures au laboratoire du bois pour être plus présent. Et Chloé vivait. Elle vivait vraiment, à 8 ans. Elle a fait sa première présentation de théâtre à l'école, petit rôle. Mais elle a parlé, sur scène, devant des gens, à 9 ans. Elle a peint un tableau qui a gagné un prix lors d'un concours scolaire, à 10 ans. Elle s'est fait sa première amie, pour de vrai, qui ne se souciait pas de son autisme, qui voyait juste Chloé. Et à chaque étape, à chaque réussite, Antoine et Léa se souvenaient. Amélie est morte à 6 ans.
Chloé en avait 10, et tout un avenir devant elle. Le destin avait été changé. Et vous devez comprendre une chose. Cette histoire ne parle pas de réincarnation. Pas vraiment. Elle parle de promesses, d'amour qui n'accepte pas la défaite, d'âme qui refuse d'abandonner. Jean-Baptiste a promis de retrouver Amélie. Et il l'a retrouvée. Comme Antoine et Chloé, Madeleine a promis de la protéger. Et elle l'a protégée, comme Léa. Et Amélie a promis de revenir. Et elle est revenue, comme Chloé, 275 ans, 3 vies, une famille. Et cette fois, avec une fin différente. Pour le 10e anniversaire de Chloé, ils ont organisé une fête, grande, sur la terrasse. Des amis de l'école, des professeurs, la famille. Et au milieu de la fête, Chloé a demandé à parler. Elle est montée sur une chaise pour que tout le monde la voie. Et elle a dit, d'une voix claire et ferme, « Je veux remercier mon papa, qui n'a pas abandonné quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas de guérison. Ma maman, qui m'a trouvé, même quand elle ne savait pas qu'elle me cherchait. Et vous tous, qui m'acceptez comme je suis. J'ai eu une autre vie, avant celle-ci, et je suis morte, jeune, sans avoir la chance de vivre. Mais je suis revenue. Et cette fois, mon papa et ma maman m'ont sauvée. Et maintenant, je vais vivre, longtemps. Et je vais les rendre fiers. » Silence. Et puis des applaudissements. Beaucoup n'ont pas compris. Certains ont trouvé ça mignon, d'autres étrange. Mais Antoine et Léa ont compris, parfaitement. Et quand la fête fut finie, quand tout le monde fut parti, ils restèrent tous les trois sur la terrasse, à regarder les étoiles, comme ils l'avaient fait tant de fois. Chloé entre ses parents, la tête sur l'épaule de Léa, les mains serrant celles d'Antoine. Et elle a demandé, « On se retrouvera dans la prochaine vie ?» Antoine et Léa se sont regardés et ont répondu ensemble, « Toujours !» Parce que certaines promesses n'ont pas de fin. Certaines âmes sont entrelacées pour toujours. Et certaines familles, peu importe le temps qui passe, combien de vies elles vivent, se reconnaîtront toujours et se choisiront toujours, encore, et encore, et encore, jusqu'à la fin des temps. Ceci était l'histoire d'Antoine, Léa et Chloé, ou de Jean-Baptiste, Madeleine et Amélie, ou peut-être d'autres vies, d'autres noms, d'autres époques, mais toujours la même essence, la même famille, le même amour. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette histoire, c'est peut-être parce que vous reconnaissez quelque chose. Peut-être que vous aussi, vous avez quelqu'un qui vous semble familier, que vous sentez connaître, de nulle part, d'aucun temps ou de tous les temps. Soyez attentifs à ces personnes, parce qu'elles ont peut-être traversé des vies pour vous retrouver. Et peut-être, juste peut-être, que vous aussi, vous avez des promesses à tenir, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose. Laissez un super thanks. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'énergie, parce que les histoires d'âmes ont besoin d'âmes en échange. Et votre soutien montre que vous avez compris, que vous avez senti, que vous aussi, vous y croyez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, quelqu'un qui sent que la famille est plus que le sang, partagez. Parce que ces histoires ne sont pas les miennes, elles sont les nôtres. De nous tous qui croyons que l'amour ne finit pas, jamais. On se voit à la prochaine histoire, à la prochaine vie, à la prochaine rencontre d'âmes, jusqu'à ce moment. Souvenez-vous d'une chose, certaines personnes ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des signes du destin. Et le destin finit toujours par trouver un chemin. Épilogue, 15 ans plus tard. Chloé avait 22 ans, diplômée en psychologie, spécialisée dans l'autisme, parce qu'elle comprenait, de l'intérieur, ce que c'était que de vivre avec. Et elle utilisait cette compréhension pour aider d'autres enfants, d'autres parents, d'autres familles qui étaient là où elle avait été. Antoine avait 54 ans, des cheveux grisonnants aux tempes, moins d'heures au bureau, plus de temps en famille. Léa, 46 ans. Elle avait fondé une ONG pour les enfants porteurs de besoins spécifiques, utilisant la fortune d'Antoine pour faire la différence.
pour sauver d'autres Chloé. Et ce jour-là, dans un parc à Neuilly-sur-Seine, tous les trois étaient assis, comme ils le faisaient chaque dimanche. Chloé avait une nouvelle à annoncer. « Papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Antoine et Léa échangèrent un regard, souriant. « Raconte-nous. » « Il s'appelle Lucas. Il a 24 ans. Il est professeur de musique. Et il est également autiste, légèrement. Mais il l'est. Et quand je l'ai regardé, j'ai ressenti quelque chose de familier, comme si je le connaissais déjà, d'une autre époque, d'un autre endroit. » Antoine prit la main de sa fille. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je vais découvrir. Parce que si j'ai appris quelque chose avec vous, c'est que quand l'âme reconnaît quelqu'un, on ne l'ignore pas. On enquête, on prend des risques, on aime. » Léa serra sa fille dans ses bras, des larmes de fierté. « Tu as bien appris. » Chloé se leva. Elle devait y aller. Rendez-vous avec Lucas. Mais avant de partir, elle se retourna. « Merci pour tout, de m'avoir sauvé, de m'avoir aimé, de m'avoir enseigné que certaines familles se choisissent et que ce sont les meilleures. » Et elle partit. Antoine et Léa restèrent, observant leur fille s'éloigner, vivante, en bonne santé, heureuse, amoureuse. Tout ce qu'Amélie n'avait jamais eu la chance d'être. « Nous avons tenu notre promesse, » murmura Léa. « Non, » corrigea Antoine. « Nous avons fait plus que cela. Nous lui avons donné non seulement la vie, mais une vie pleine, remplie, réelle. Et peut-être est-ce là le véritable sens de la réincarnation. Non seulement revenir, mais revenir en meilleur, avec plus de chance, avec plus d'amour, avec plus de temps. » Ils restèrent dans le parc jusqu'au coucher du soleil, mains entrelacées, comme elles l'avaient été, 275 ans auparavant, comme elles le seraient dans toutes les vies à venir, parce que certaines âmes ne se séparent pas. Même quand la mort essaie, même quand le temps insiste, elles finissent toujours par trouver un moyen de revenir, de se reconnaître et de s'aimer, de nouveau et de nouveau et de nouveau. Toujours.